Le but de la chaîne, c'est de parler de microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de bouffe. Le métabolisme, c'est l'anabolisme et le catabolisme combinés. Ne partez pas, on est en train d'en parler. Le métabolisme consiste à prélever les nutriments dans l'environnement et à les transformer en constituants cellulaires, ou en énergie. On vient de voir ça juste avant. C'est un processus qui consomme de l'énergie. Du coup, il faut que ce soit favorable. Le catabolisme, c'est la dégradation des molécules complexes en molécules simples, et on va donc avoir une libération d'énergie. Mais on a besoin d'autre chose que simplement de l'énergie pour faire une cellule. Et on va commencer par parler des types trophiques, ou aussi appelés types nutritionnels. Les microbes, c'est comme les gens. Ils bouffent un peu de tout. Certains sont végétariens, certains sont véganes, d'autres ne bouffent que leurs petits copains, je juge pas. Bref, on a une diversité de régimes. Les petites bêtes, c'est un peu la même chose. Et aujourd'hui, on va parler de comment on classe les micro-organismes en fonction de ce qu'ils mangent, et de la sauce avec laquelle ils le mangent aussi. C'est ce qu'on appelle un type trophique. Et ça va dépendre de leur source de carbone, de leur source d'énergie, et de leur source d'électrons. Et on va voir tout ça ensemble, tranquille, relax. Et en premier, on va parler des sources de carbone. Les autotrophes sont des organismes qui tirent leur carbone de sources minérales. On peut par exemple penser aux plantes ou aux organismes photosynthétiques, qui vont donc utiliser le dioxyde de carbone, mais on peut aussi penser aux méthanogènes, qui elles aussi le font. Et c'est pas des plantes. On a 3 épisodes sur les méthanogènes. On parle d'hétérotrophes quand la source de carbone est dite organique. Bon, si vous ne consommez pas de carbone minéral, c'est que vous consommez du carbone organique. C'est ça qu'on va appeler les hétérotrophes. Les prédateurs, par exemple, sont des hétérotrophes. Ils tirent leur carbone de sources organiques, en particulier des bactéries qui viennent de boulotter. Oui, ça vient, les prédateurs. Vous aussi, vous êtes hétérotrophe. Vous mangez pas de cailloux, à ce que je sache. Et n'essayez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler des sources d'énergie. Ça va être très simple. On parle de phototrophes quand la source d'énergie vient de la lumière. On va refaire notre comparaison avec les plantes. Oui, les plantes sont donc des phototrophes. Ce sont des organismes qui tirent leur énergie de la photosynthèse. On brûle la lumière et pouf, on est parti. Les cyanobactéries sont également des phototrophes, espèce d'algues marines, truc dégueu. On parle de chimiotrophes, quand la source d'énergie principale vient d'une réaction chimique. Par exemple, via l'oxydation de composés chimiques, organiques ou inorganiques. Ce dont on a parlé dans l'épisode juste avant. Tout est lié, tout est lié. Les réactions chimiques entre molécules différentes vont entraîner un flux d'électrons, qui va entraîner la production d'énergie. Rebelote, les méthanogènes sont des chimiotrophes. Elles ne font pas de photosynthèse. Mais qu'en est-il des donneurs d'électrons? Alors déjà, un petit rappel, au cas où vous n'avez pas vu l'épisode d'avant, ou si vous l'avez un peu oublié. Un donneur d'électrons est dit oxydé, car il perd un électron. Mais on dit aussi qu'il est réducteur, car il va réduire l'accepteur d'électrons. Il va provoquer sa réduction. Un accepteur d'électrons va être appelé un oxydant, car il va oxyder le réducteur. Il va lui voler des électrons. Et j'ai un moyen mémotechnique parfait pour me rappeler de ça, que j'ai utilisé pendant toutes mes études. C'est un peu graphique. La rouille, c'est du fer oxydé. Vous avez tous déjà vu une tôle de fer rouillée. Et le fer ferreux, qui est le fer avec 2 charges positives, il va perdre un électron. Il va devenir plus positif, vu que les électrons sont négatifs. Il va devenir du fer ferrique, Fe3+. Comme le fer 3 a perdu un électron, c'est un peu comme si le fer 2 s'effritait quand le fer est très rouillé. Il va donc perdre un morceau, comme du fer rouillé. Ou comme un lépreux. Être oxydé, c'est donc perdre son électron, c'est donc perdre un morceau, c'est donc soit être rouillé, soit être lépreux. Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. On parle de lithotrophe quand il s'agit d'un donneur inorganique. Avec ces histoires de réduction et d'oxydation, vous vous rappelez que votre électron doit aller d'un point A à un point B. Là, la source d'électrons, elle sera inorganique. Et c'est donc ce qu'on va appeler un lithotrophe. C'est le cas des méthanogènes, qui vivent complètement à base de molécules inorganiques. A l'inverse, on parle d'organotrophe quand il s'agit d'un donneur d'électrons organique. Non, c'est... Oh, il n'y a pas vraiment de suspense. Alors, qu'en est-il des accepteurs d'électrons? Eh bien, par accepteur d'électrons, on parle du mode de respiration. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes très probablement un être humain. Vous respirez donc très probablement de l'oxygène, ce qui est fait de vous un organisme aérobie. L'oxygène est l'accepteur d'électrons, donc il est réduit durant les réactions chimiques, il est donc un oxydant, et un très bon. Si vous préférez un autre accepteur d'électrons externe, mais qui n'est pas l'oxygène, vous êtes anaérobique, c'est tout con. Il y a énormément de micro-organismes qui sont anaérobiques, qui vivent sans oxygène. Cependant, si votre accepteur d'électrons est interne, bien vous faites partie de la famille des fermenteurs. La fermentation, c'est bien. Fait du pain, fait du fromage, ça fait de l'alcool. C'est bien.
Et vous savez quoi, comme il y a beaucoup de choses à assimiler, on va faire un exemple. On va même en faire plusieurs. Par exemple, les autotrophes photolithotrophes utilisent du dioxyde de carbone comme source de carbone, d'où l'autotrophie, le CO2 est inorganique, de l'énergie lumineuse comme source d'énergie, c'est pour ça qu'ils sont phototrophes, et reçoivent leurs électrons de donneurs inorganiques. Ils sont donc lithotrophes. Par exemple, on a des algues, des bactéries sulfureuses pourpres et vertes, des cyanobactéries, qui rentrent dans cette catégorie. Les autotrophes chimiolithotrophes utilisent le dioxyde de carbone comme source de carbone. Ils sont donc autotrophes, mais ils utilisent l'énergie chimique comme source d'énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont chimiotrophes. Et ils reçoivent leurs électrons de donneurs inorganiques. Ils sont donc lithotrophes. On peut penser aux bactéries qui oxydent le soufre ou les bactéries nitrifiantes par exemple. Les hétérotrophes photoorganotrophes. Ils utilisent le carbone organique comme source de carbone, d'où l'hétérotrophie, l'énergie lumineuse comme source d'énergie, donc ils sont phototrophes et reçoivent leurs électrons de donneurs d'électrons organiques. Ils sont donc organotrophes. Par exemple, les bactéries sulfureuses pourpres et vertes rentrent dans cette catégorie. On a aussi le cas des hétérotrophes chimio-organotrophes, qui eux utilisent le carbone organique comme source de carbone, d'où l'hétérotrophie, l'énergie chimique comme source d'énergie, donc ils sont chimiotrophes, et reçoivent leurs électrons de donneurs organiques. Ils sont donc organotrophes. La grande majorité des bactéries sont dans cette catégorie, les protozoaires aussi, les mycètes, les champignons. Quand on a des espèces bactériennes de grande adaptabilité métabolique, qui sont donc capables de changer de type trophique en fonction des conditions environnementales, on va appeler ça un organisme mixotrophe. C'est un micro-organisme qui s'adapte vachement bien. You improvise, you overcome, you adapt. Les bactéries sulforéductrices peuvent être photoorganotrophes en anaérobie. Photoorganotrophes, mais quand il n'y a pas d'oxygène, anaérobie. Et elles deviennent chimiotrophes lorsqu'il y a de l'oxygène. Ce genre de choses, c'est un vrai avantage pour le micro-organisme. Ça lui permet justement de survivre aux différentes conditions environnementales qui varient énormément dans la nature. Toutes les entités chimiques ne sont pas présentes en quantité égale dans une cellule. Du coup, quand on regarde le poids sec, c'est-à-dire le poids d'une bactérie en excluant l'eau des cellules, on se retrouve avec certaines disparités dans la composition cellulaire. Par exemple, là vous avez un texte qui déroule, qui vous montre les différents composants d'une cellule avec le différent pourcentage. Ça reste une moyenne, c'est pas vraiment important de savoir les valeurs exactes, on n'est pas des bêtes, mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée. Pour être très honnête, on s'en fout même un petit peu des chiffres, c'est plus vraiment pour l'ordre d'idée. Cette différence, elle se voit également au niveau plus élémentaire, au niveau de la répartition des macronutriments et des oligo-éléments. Aussi un autre truc qui est en train de se dérouler pendant que je papote. Mais c'est pareil, c'est pour avoir un ordre d'idée. Rappelez-vous par exemple l'épisode sur les radiorésistants où je vous parlais du ratio entre le manganèse et le fer pour lutter contre les ROS. Et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir après. Vous auriez peut-être dû vous abonner d'ailleurs. Vous l'auriez pas manqué cet épisode. Mais alors, c'est quoi les besoins nutritifs courants d'une bactérie? Parce qu'on a parlé d'énergie, sauf qu'avec seulement de l'énergie, on fait pas grand-chose. Il faut donc des éléments, ce qu'on va appeler des nutriments. Et de ça, on a deux classes, les macro-éléments et les oligo-éléments. Et dans un premier temps, on va parler des macro-éléments, ceux dont on a besoin en grande quantité. Les 6 premiers, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le soufre et le phosphore sont des constituants des glucides, des lipides, des protéines et des acides nucléiques. Ils contribuent aux briques du vivant, un peu comme des Lego. Ne marchez pas dessus. Les 5 derniers existent à l'état de cations, c'est-à-dire des ions chargés positivement. On a le potassium, qui est nécessaire à l'activité enzymatique, le magnésium, qui va stabiliser les ribosomes, les membranes cellulaires, les acides nucléiques, et il sert également de cofacteur aux enzymes. Il est donc fondamental. Le fer est un élément clé des cytochromes et des protéines fer-soufre. Fer-soufre. Vous l'avez? Le calcium stabilise les parois cellulaires et l'une de ses fonctions est de contribuer à la thermorésistance des spores bactériennes. Pas essentiel pour tous les micro-organismes, parce que tous les micro-organismes ne font pas de spores. Le sodium est indispensable aux micro-organismes marins. Ça permet de conserver leur équilibre hydrique et de ne pas se déshydrater comme des blaireaux. Mais en général, pour l'ensemble des cellules, c'est quelque chose de très important. Et d'un autre côté, on a les oligo-éléments, ou les micronutriments, qui sont des composés indispensables, un bébé dont on a besoin, que en faible quantité. Ils font partie des enzymes et des cofacteurs. Par exemple, le manganèse est un activateur de très nombreuses enzymes. Il est présent dans certaines superoxydes dismutases,
permet de combattre les ROS. Le zinc se trouve dans les sites actifs de quelques enzymes. On en trouve par exemple au niveau des ADN et des ARN polymérases, des enzymes qui sont très importantes pour la synthèse d'ADN et d'ARN. Et le cobalt est un élément clé de la vitamine B12, qui est une vitamine fondamentale pour la plupart des micro-organismes vivants. Et le molybdène est requis pour la fixation de l'azote. Et oui, c'est important aussi. De manière générale, les oligo-éléments permettent d'activer les composés créés avec des macro-éléments. C'est comme ça que ça fonctionne, en gros. En même temps, la chaîne s'appelle la microbio en gros, pas la microbio super précis. Il reste toutefois un tout petit détail. Une dernière famille de facteurs, les facteurs de croissance. Ce sont toutes les molécules qui sont indispensables aux micro-organismes, comme les acides aminés, les purines, les pyrimidines et les vitamines. Et là on a deux cas de figure. Soit vous êtes auxotrophe, vous êtes un organisme muté qui ne peut pas synthétiser ses propres facteurs de croissance, qui doit donc bénéficier d'apports extérieurs, soit vous êtes un prototrophe. Vous faites tout seul comme un grand, et vous pouvez donc synthétiser les nutriments dont vous avez besoin. Dans un écosystème, les nutriments sont souvent présents de manière intermittente, et les micro-organismes sont confrontés à des enchaînements de festins et famines. Un peu le terme technique pour dire que des fois ça va, et des fois ça va pas du tout. Ah, galère. Certains fabriquent des réserves, comme du glycogène, du polyphosphate ou du soufre élémentaire, pour prévoir le coût, mais les croissances exponentielles dans la nature sont rares, à l'opposé de ce qu'on peut voir en labo. Par exemple, Escherichia coli, qui est un peu le rat de laboratoire du microbiologiste, en labo se divise toutes les 20 minutes. Mais dans nos boyaux, son environnement naturel, elle a besoin de 12 heures. Donc imaginez pour les milieux les plus extrêmes. La raison de cette grosse différence, c'est qu'en labo, on essaye d'optimiser nos croissances, alors que dans la nature, c'est un poil plus tendu que ça. Escherichia coli, par exemple, elle n'a besoin que de 20 minutes en labo pour doubler, ce qu'on la met dans des conditions optimales. Alors qu'à l'état naturel, dans nos intestins, elle a besoin de 12 heures. Sacrée différence, alors que c'est son environnement naturel. Les macronutriments sont donc responsables des briques du vivant, tandis que les oligo-éléments, eux, sont responsables de l'activation de ces briques. Elles nous permettent donc aux enzymes de fonctionner ou de détoxifier lors de certains stress. Et enfin, on a les facteurs de croissance. La poste fait au mieux, monsieur. Qui sont des molécules sans lesquelles les micro-organismes ne pourraient pas pousser. Vous avez donc des macro-éléments pour faire les briques, les oligo-éléments pour activer ces briques, et les facteurs de croissance pour faire un peu fonctionner tout ça. Merci d'avoir regardé cet épisode, on continue sur les bases de la microbiologie, j'espère que ça reste toutefois intéressant. Merci de me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.